Donc moi je voulais vous parler d'un thème qu'on aborde de façon un petit peu chaotique, mais bon, avec quand même une certaine continuité depuis à peu près 20 ans. Donc c'est quelque chose qui a accompagné la réflexion donc, du groupe immuno, qui rapidement est sorti des schémas, je dirais, de l'immunologie classique, qui ennuie, je dirais, beaucoup de monde, en particulier ici, et qui m'ennuie moi aussi d'ailleurs. Et donc on est rentré dans des vrais questionnements. Donc ce questionnement autour du sexe et finalement des maladies, mais il est parfaitement représenté ici. Donc il y a une plus grande fréquence de maladies auto-immunes chez les femmes. Donc ça c'est connu, c'est extrêmement bien établi. Il y a une prédominance masculine dans les cancers et dans les maladies infectieuses. Donc c'est sur cette donnée-là qu'on va essayer de réfléchir avec les différents mécanismes qu'on pourra proposer. Alors cette prise en compte je dirais, de cette dimension, je dirais, du sexe, de dimorphisme sexuel dans les maladies infectieuses, va de pair aussi avec une augmentation parallèle du nombre des publications qui se font dans ce domaine. Et donc il y a eu une publication donc qui est déjà un petit peu ancienne et donc qui est quand même intéressante. Elle montre que finalement, donc chez des gens qui étaient assez loin de se poser ce type de questions, donc des gens qui travaillaient surtout sur l'interaction hôte pathogène, mais aussi en microbiologie, on voit que le nombre des publications où la notion de différence liée au sexe en microbiologie et en immunologie, et c'est surtout de l'immunologie anti-infectieuse, finalement bouge à partir des années 2000. Donc finalement, quand je dis 20 ans, on est exactement dans cette temporalité. Et donc là, vous avez une représentation même, je dirais, de la référence à la différence liée au sexe. Dans des études chez les animaux, on voit que c'est un petit peu plus évoqué, mais c'est quand même relativement mineur. Et sur les études in vitro, c'est quelque chose qui n'est quasiment pas évoqué. Donc nous, on a fait un travail qui a été publié cette année et qui a été initié il y a un certain nombre d'années. On a fait une grande revue sur le dimorphisme sexuel dans les maladies infectieuses, et on est parti de choses qui étaient relativement faciles à envisager. C'était les données cliniques qui montraient des différences entre les hommes et les femmes, pour aller vers des aspects mécanistiques qui s'avèrent effectivement plus complexes à appréhender, avec, je dirais, souvent des taux d'échec assez importants. Alors donc, il y a des données qui apparaissent assez évidentes, c'est qu'il existe un dimorphisme sexuel en fonction du site de l'infection, et donc les données les plus spectaculaires, c'est effectivement les infections urinaires. Infections urinaires que, classiquement, on associe à la femme. Donc c'est vrai qu'il y a un risque qui est beaucoup plus important chez les femmes de développer des infections urinaires, qu'au début, on attribue à une simple différence anatomique, et qui en fait s'avère beaucoup plus complexe, puisque intervient la notion de rapport sexuel, d'exposition différentes aux agents infectieux, du statut hormonal et du microbiote. Donc ça, c'est des données qu'on n'avait pas. Et donc, je dirais, c'était extrêmement simple. C'est le tractus urinaire féminin rendait compte de la plus grande fréquence des infections urinaires. Donc, il y a également des infections urinaires chez l'homme, bien sûr, qui sont moins fréquentes, et il y a une différence d'agents infectieux selon ce type d'infection. Le deuxième domaine, qui a été un domaine je dirais sur lequel on a été sensibilisé très tôt, c'était le domaine des endocardites, parce qu'effectivement un domaine une spécialité à l'époque de l'urmite, puis par la suite des structures qui lui ont succédé. Effectivement, c'est la prédominance masculine très forte dans le cas des endocardites, avec des taux qui sont des ratios qui sont supérieurs à 2, avec, selon le type de valve également, on voit effectivement une prédominance
qui peut un petit peu changer. Par contre, ce qui a été observé, c'est que la mortalité hospitalière des endocardites semblait plus fréquente chez la femme, et dont là peut-être on commence à voir intervenir des notions qui ne sont pas liées forcément au sexe, mais qui peuvent être liées, je dirais plutôt au genre. Mais bon, ça fait partie des observations qui ont été faites. Donc on a essayé un petit peu de colliger ce dimorphisme sexuel en fonction des micro-organismes. Et donc, comme vous le constatez, il y a des situations qui sont extrêmement claires. Donc, dans les infections bactériennes, un certain nombre de bactéries sont particulièrement associées au sexe masculin. Les infections Atrophérima, Legionella, Coxiella, donc sur lequel on reviendra. Et une petite minorité, par contre, n'est pas associée. C'est le cas, par exemple, des infections à Borrelia burgdorferi, qui effectivement, il n'y a pas une prédominance masculine dans ces infections. Les cancers qui sont associés à ces infections bactériennes, eh bien, on va retrouver, là encore, ce qu'il y avait dans l'infection d'origine, c'est-à-dire que bien vous allez retrouver une prédominance masculine, par exemple chez Coxiella burnetii, et vous avez, c'est pas vraiment une franche différence quand on regarde le cas de Borrelia burgdorferi. Alors sur les parasites, c'est assez spectaculaire. D'ailleurs, il faut regarder les échelles. Hein. Les échelles sont tout à fait parlantes. Il y a une prédominance masculine dans un grand nombre d'infections parasitaires, et vous avez, sauf chez Toxoplasma, où il n'y a pas vraiment de différence. Et donc même globalement, bactéries et parasites champignons, on a effectivement une prédominance masculine très forte, qui est beaucoup plus atténuée dans les infections virales, hein, puisque bon, si on regarde les échelles, on s'aperçoit que on va pas au-delà de 3, alors que là on va à 15, et là on va à 6. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez... Alors il y a effectivement un certain nombre d'infections virales qui sont à prédominance masculine. Bon, c'est le cas des virus de l'hépatite, et quelques infections qui sont à prédominance féminine, avec quand même un grand nombre d'infections pour lesquelles on a des situations qui est neutre. Bon, ben, il y a l'infection à SARS-CoV qui est de ce côté-là, et sur lequel on dira quelques mots. Alors donc, mon propos, je vais l'articuler autour de deux expériences qu'on a eues. Une expérience avec la fièvre Q d'un côté, et une expérience plus récente avec l'infection à SARS-CoV, toutes deux ayant un impact du genre qui est marqué. Donc dans l'infection à Coxiella burnetii, donc c'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis, je dirais depuis plus d'une vingtaine d'années, où on avait observé des choses qui étaient extrêmement nettes. C'est qu'on avait un rapport un ratio homme-femme qui était supérieur à 2 dans les infections persistantes, qui était un petit peu plus faible dans les infections aiguës, et donc qui arrivait à des niveaux très élevés dans les infections vasculaires. Mais on sait que dans les infections vasculaires, il y a déjà une prédominance masculine forte. Alors les différences, on les retrouvait pas chez les enfants. Ça va être une différence qu'on va avoir par exemple avec le SARS-CoV, où il y a une différence entre garçons et filles en termes de sensibilité, et surtout ce qui était important, c'est qu'on avait un taux d'exposition qui était comparable, donc un taux de séroconversion qui était comparable, donc on avait des mécanismes qui sont spécifiques. Et on avait un cas particulier sur lequel on reviendra, parce que bon, c'est sans doute une expression un petit peu poussée de la différence homme-femme, c'est le cas de la grossesse. Bon, on est dans une situation qui est féminine, mais qui apporte d'autres choses, mais pour laquelle aussi on va retrouver des différences entre les fœtus mâles et les fœtus femelles. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau. Alors, donc, ce qui caractérise aussi la fièvre Q, donc l'infection à Coxiella burnetii, c'est la présence d'auto-anticorps. Et donc, on a observé depuis de nombreuses années que les anticorps antiphospholipides, et en particulier les anticardiolipides, étaient associés effectivement à une évolution qui pouvait être plus défavorable, vers plus de persistance. Et donc, on s'est posé la question, auto-anticorps
prédominance féminine? Est-ce que dans une infection comme la fièvre Q, c'est la prédominance féminine des auto-anticorps prend le dessus sur le genre imposé par l'infection à Coxiella burnetii, ou est-ce que c'est l'infection à Coxiella burnetii qui va déterminer le sexe de l'infection? Et comme vous le voyez ici, eh bien, on a, c'est pas spectaculaire, mais tout ce qui est dans ces trucs entre hommes et femmes, c'est jamais spectaculaire. Heureusement, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Eh bien, effectivement, on a une petite prédominance qui est significative, et bon, une petite prédominance des anticorps antiphospholipides chez les hommes par rapport aux femmes, alors que d'habitude, les auto-anticorps sont retrouvés de façon prédominante chez les femmes, et surtout dans le syndrome des antiphospholipides. C'est un syndrome qui est un syndrome essentiellement féminin, avec des pathologies obstétricales. Donc on est vraiment dans quelque chose de particulier, donc on a une prédominance de ces anticorps. Alors qu'est-ce qui se passe dans le deuxième exemple plus récent, c'est dans l'exemple de l'infection à coronavirus, eh bien on se retrouve là encore avec une représentation masculine qui est significative, surtout dans les formes sévères et chez les patients qui vont décéder. Il y a un profil chez les hommes qui font une infection à coronavirus, c'est-à-dire ils ont plus de cytokines inflammatoires et ils ont des anomalies cellulaires qui associent à la fois une surmaturation des monocytes, puisqu'on voit apparaître des monocytes non classiques, et qui s'associe à une dégradation de la réponse T, qui est une réponse qui est moins efficace. Donc ce qui a été montré, donc nous on avait fait un travail avec Marc Léod, je dirais un travail de méta-analyse, on va pas tellement y insister, mais surtout on a été associé donc à un papier qui est très cité, bon, peut-être de façon un petit peu excessive, mais bon, où effectivement les infections à coronavirus qui survenaient dans un contexte où il y avait des anomalies génétiques de la voie des interférons de type 1, ou qui avaient de façon équivalente des auto-anticorps anti-interférons de type 1. Donc dans les deux cas, on avait donc une altération des interférons de type 1, et bien on retrouvait des formes sévères et surtout une très grande représentation masculine que vous voyez ici. Donc vous voyez, donc ça c'est ceux qui ont des auto-anticorps par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc il y a effectivement, c'est encore plus prédominant. Par contre, dans les Covid qui vont évoluer, en particulier dans les formes post-aiguës, eh bien, on va retrouver une prédominance féminine. Mais bon, là encore, est-ce qu'on est uniquement dans l'aspect sexe biologique ou est-ce qu'il y a l'aspect genre qui va intervenir? Alors, j'ai essayé de voir si effectivement, dans les transgenres, on avait une plus grande prédominance d'un sexe par rapport à l'autre. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de littérature, parce que là, il y a un facteur genre qui est extrêmement lié, je dirais, à l'aspect, à la situation épidémique qui crée une tension forte sur ce type de population. Et donc, on a plus, je dirais, plus des pathologies psychiatriques chez ces populations-là que véritablement des données qu'on puisse utiliser. Et puis après, bon, il y a la grossesse, comme on avait vu dans la fièvre Q, où là, on a des données qui sont un petit peu contradictoires et on va voir que c'est l'atteinte est peut-être pas aussi caricaturale qu'on vient de dire. Alors, on va essayer de rentrer dans les mécanismes, mais pour rentrer dans les mécanismes, finalement, il faut qu'on différencie les deux aspects du sexe et de l'infection. C'est ceux qui réfèrent effectivement aux caractéristiques biologiques des hommes et des femmes, et ceux qui réfèrent à la construction sociale de la différence homme-femme, donc telle qu'elle a été clamée par Simone de Beauvoir. Donc le sexe, bien entendu, va vraiment dépendre de données biologiques, alors que le genre peut être totalement indépendant de ces données biologiques. Alors, on va avoir 4 points sur lesquels on va s'attarder. Dans ce dimorphisme sexuel, bien entendu, la nature de la réponse immunitaire va jouer un rôle,
Il y a des éléments qui sont liés à tout ce qui est de l'ordre du comportement, et donc on va regrouper, je dirais, au niveau du genre, en retrouvant l'exposition, le type de vie, l'accès aux soins, et ce qui est vraiment de l'ordre du cœur biologique, que sont ce qui est lié, je dirais, au chromosome, et tout l'aspect qui est l'aspect hormonal, qui est, je dirais, sur lequel on s'est un peu plus attardé, parce que sans doute, probablement, on était peut-être un peu plus à l'aise et on avait des outils, je dirais, plus simples à manipuler. Donc, je dirais des notions donc de infection et genre. Bon, c'est très très connu, donc c'est largement documenté. C'est le type de travail. Bon, je veux dire, c'est vrai que entre les mineurs et le lien entre la mine et la tuberculose, c'est au-delà du lien littéraire, c'est quand même une réalité très observée. C'est le cas des égoutiers, c'est le cas de ceux qui travaillent en milieu rural. Bon, les travailleurs du sexe, effectivement, bon, il y a une plus grande prédominance féminine, parce qu'il y a effectivement une plus grande prédominance féminine dans la prostitution. Bon, on est dans ces situations-là, mais pas exclusivement, puisque vous voyez effectivement qu'avec la syphilis, bien entendu, on a une prédominance masculine très très forte. Les habitudes de vie, bon, là encore, vont jouer un rôle, que ce soit l'alcoolisme, le tabagisme, etc. Et puis, bon, ce qui plaît beaucoup, c'est les disparités de genre qui vont avoir un effet sur la prise en charge des gens. Et ça, je dirais, c'est quelque chose qui fait rentrer par moment dans un certain militantisme, donc pour lequel on va rester, je dirais, un petit peu neutre. C'est la notion d'individus qui vont être surdiagnostiqués. C'est la notion de couverture thérapeutique, et en particulier elle est plus, pour les antirétroviraux, elle est plus marquée chez les femmes, et la notion de délai de prise en charge qui peut varier selon les genres. Alors, au niveau immunitaire, je dirais, il y a une très très grande littérature qui est extrêmement confuse. Elle est extrêmement confuse, mais on peut sortir des choses qui sont relativement, je dirais, relativement simples. Globalement, les femmes ont une meilleure réponse immunitaire que les hommes. Alors pourquoi elles ont une meilleure réponse immunitaire que les hommes? Parce que elles sont capables de reconnaître de façon plus efficace les agents infectieux. Elles sont capables de recruter les cellules immunitaires de façon plus efficace et d'avoir une réponse immunitaire plus forte et mieux adaptée. Donc c'est ce qui fait, je dirais, globalement la signature de la réponse immunitaire. Alors sur les éléments de reconnaissance, je dirais que par exemple une molécule qui est impliquée dans la reconnaissance d'agents infectieux, c'est la molécule TOLR7. Donc le gène donc est présent sur le chromosome X. Et donc, ça fait partie de toute une série de gènes qui échappent à l'inactivation de l'X, dont la molécule Toll-like récepteur 7 est associée en particulier à l'auto-immunité. Et effectivement, Benoît Desnues, je me rappelle, fait des papiers dans ce cas-là. Donc, c'est quelque chose de bien établi. Il y a une plus grande réponse inflammatoire en réponse au LPS, et lors d'infections virales qui peut être observée, et surtout la réponse adaptative, et c'est là que c'est la plus intéressante, c'est surtout la réponse anticorps. Parce que la réponse anticorps, vous allez avoir une augmentation du nombre des cellules B productrices d'anticorps et du taux d'immunoglobuline. Alors ce qui est intéressant, sans que je puisse vraiment donner l'explication, c'est qu'on a une augmentation relative des CD4 chez les hommes, et chez les femmes, et une augmentation des CD8 chez les hommes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez régulière, sans qu'on puisse vraiment donner un sens. Donc je dirais, pour moi en tout cas, je n'ai pas donné de sens. Il y en a peut-être certains d'entre vous ont des explications à ce propos. Alors si on rentre maintenant dans les aspects vraiment, les déterminants biologiques de ce dimorphisme sexuel, eh bien on va avoir bien entendu le cas des chromosomes. Alors si on regarde les deux chromosomes sexuels, l'Y et l'X, on s'aperçoit que le nombre de gènes qui vont être exprimés sur
le chromosome Y sur le chromosome X est complètement différent. Donc effectivement, on en a quand même 10 fois plus sur le chromosome X, et surtout, on va retrouver beaucoup de gènes qui sont impliqués dans l'immunité innée et dans l'immunité adaptative. Et donc, parmi ces gènes, donc, certains vont échapper à l'inactivation, et donc il y en a à peu près 15% qui vont échapper à l'inactivation. Ce qui veut dire que, bien, on va avoir une double représentation chez la femme dans ces cas-là. Alors, si on regarde le chromosome X, et pour revenir à notre propos, on a la molécule, le toll-like récepteur 7, qui effectivement est exprimée sur le chromosome X, et vous allez retrouver juste à côté la molécule ACE2, donc qui est, comme le toll-like récepteur 7, portée par le chromosome X dans une région qui est effectivement bien caractérisée. Donc, on va avoir du coup une plus grande représentation de la molécule ACE2 dans le sexe féminin que dans le sexe masculin. Alors, tout ça, après, c'est les outils pour travailler là-dessus. Quand on travaille sur ce type de questionnement, on est toujours confronté à la fois le chromosome et à la fois le contexte hormonal. Donc il existe un certain nombre de souris, donc on appelle les 4-core genotype mouse. Ce sont des modèles où justement on arrive à avoir uniquement l'effet du chromosome X ou Y indépendamment du contexte hormonal. Donc là, on peut véritablement étudier précisément cette réponse. Alors, la molécule ACE2, c'est intéressant parce que, bon, outre le fait qu'elle soit co-récepteur du SARS-CoV, c'est aussi une molécule qui va jouer un rôle dans la régulation cardiovasculaire. Et donc, c'est un des éléments qui rend compte du fait que les femmes sont plus protégées du risque cardiovasculaire en période, donc avant la ménopause, alors que ce risque s'atténue, augmente après, et d'ailleurs c'est pour ça que les deux événements sont particulièrement associés. Alors, le deuxième élément, donc au niveau de ce dimorphisme sexuel, c'est les hormones sexuelles. Alors les hormones sexuelles, elles peuvent agir sur la réponse de l'autre, bon ça effectivement on est à l'aise, bon, donc là je suis plus à l'aise, mais peuvent agir également directement sur le micro-organisme. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé à la fois chez des parasites, mais également observé chez des virus. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on peut avoir, dans le cas de l'infection à schistosoma, on peut avoir un composé œstrogénique qui va antagoniser le signal, donc qui va favoriser l'action dans la replication parasitaire. On l'a avec le ténia. On l'a avec des éléments de réponse aux androgènes dans l'infection HBV. Donc, infection HBV qui a une prédominance masculine, et on a des éléments de réponse à la progestérone dans l'infection HPV qui augmente la réplication d'HPV. Or, la progestérone, c'est aussi une molécule qui inhibe la réponse immunitaire, donc qui favorise. Donc, on a une double action de ces hormones, tant sur l'agent infectieux que sur la réponse de l'hôte. Alors bon, ces hormones, bon, très rapidement, donc, elles se fixent sur des récepteurs nucléaires, donc elles vont aller se fixer sur un certain nombre d'éléments au niveau des promoteurs qui vont induire un certain nombre de réponses immunitaires. Et tout ça, c'est régulé, et ça, c'est bien montré à l'heure actuelle, par les phénomènes donc de régulation épigénétique. Donc il y a un très haut niveau de régulation épigénétique qui rend compte de la réponse dimorphique aux hormones. Alors sur la réponse immunitaire, mais là vous avez un petit peu un résumé, c'est un peu ce qu'on a décrit dans cette revue. Mais vous voyez que quand on prend les œstrogènes, globalement, on a un effet qui améliore la réponse immunitaire. Ça, c'est quand on prend des œstrogènes, je dirais, à dose physiologique. Si on a une augmentation anormale des œstrogènes, on va avoir un effet inverse, un effet plutôt inhibiteur. Donc on se place dans une situation normale, donc vous voyez, sur les lymphocytes, vous avez une augmentation, sur les B aussi, vous les avez sur les cellules de l'immunité innée, et de façon étonnante, vous avez une diminution sur les éosinophiles,
Je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, les oestrogènes ont un effet plutôt inhibiteur sur les éosinophiles. Par contre, on observe très nettement donc les androgènes et la progestérone, donc hormone mâle et hormone de la grossesse, eh bien vous voyez qu'il y a un effet qui est plutôt un effet donc d'immunosuppression. Donc on a vraiment une polarité qui est extrêmement claire dans ce domaine-là. Alors qu'est-ce que ça donne dans les deux situations infectieuses sur lesquelles je suis en train de parler, donc la fièvre Q, donc vous voyez, donc c'est un papier de 2004, donc c'est vraiment le plus ancien dans ce domaine-là. Donc on parle de l'observation clinique, effectivement prédominance de la fièvre Q chez l'homme, et donc on a fait un modèle animal en sachant que les modèles animaux sont pas exceptionnels pour étudier la réponse, mais bon, ça nous a permis un petit peu d'avancer. Donc on a mesuré l'infection et la réponse immunitaire à l'infection, qui est en fait la formation des granulomes. Donc vous voyez clairement que chez la souris mâle, l'infection est plus marquée. Vous voyez également que si vous faites une ovariectomie, eh bien vous ramenez partiellement la charge infectieuse, et si vous vous remplacez donc les hormones manquantes, en particulier les œstrogènes, vous réaugmentez le niveau d'infection. Donc clairement, on peut dire que à la fois la réponse de l'hôte appréciée par la formation du granulome et à la fois la mesure de l'infection, eh bien, clairement, dépendent de la réponse oestrogénique. Entre autres, parce qu'on voit quand même, on ne revient pas complètement au même niveau en termes d'infection. Sur la réponse de l'hôte, on revient un peu. Donc, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a étudié le niveau d'expression des gènes chez les mâles et les femelles, et donc vous voyez très bien que on a là une variation de nombre de gènes qui est extrêmement importante en relation avec le sexe, donc forte variation chez les souris mâles, plus faible variation chez les souris femelles, et indépendamment on tombe à un taux très faible. Donc on a vraiment un impact très fort du sexe. Alors comment on les a? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces gènes? Donc chez les mâles on va retrouver quoi? On va retrouver ce qui est de l'ordre de la réponse anti-infectieuse et de la réponse inflammatoire. Et chez les femelles, on va retrouver des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé après, mais qui n'étaient pas du tout attendues. C'est effectivement des variations du rythme circadien, mais on n'était pas du tout dans de la réponse immunitaire. Donc clairement, il y avait un impact là-dessus. Et j'aurais envie de dire que le temps passant, l'information se dégrade quand même. Parce qu'on arrive donc en 2021, où donc on a voulu voir, puisqu'on avait effectivement cette notion que la réponse était œstrogénodépendante, qu'est-ce qui se passe maintenant si on travaille sur des cellules humaines? Et donc sur des cellules humaines, ça a quand même été un petit peu moins spectaculaire, parce que vous voyez que finalement la différence en termes d'infection, il y avait des petites tendances, mais on n'était plus du tout dans ce qu'on avait vu chez la souris. En termes de profil inflammatoire, eh bien, on avait effectivement une plus grande capacité chez les femmes à produire du TNF, c'est la seule molécule qui sortait. Or, on sait qu'effectivement le TNF est impliqué dans la réponse anti-infectieuse, et quand on mettait les cytokines, que ce soit l'œstradiol qui ne faisait rien, ou la testostérone qui était peut-être un petit peu plus intéressante, eh bien on voyait que on repolarisait un petit peu vers une réponse TH1. Donc, quand on travaille in vitro avec des cellules humaines, on n'arrive pas à vraiment observer cette polarisation qui était extrêmement claire. Et je ne vous montre pas ce qu'on a fait sur les patients eux-mêmes. Parce que sur les patients eux-mêmes, on n'a plus de différence du tout. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les femmes infectées, quelque part, elles ont été probablement infectées parce qu'elles avaient un profil qui était beaucoup plus proche du profil de l'homme. Donc, du coup, on n'a pas réussi, et c'est un petit peu, voilà, on est resté un peu sur notre faim. Bon, heureusement que, Frontiers, finalement, c'est un journal, on peut passer des choses qui sont pas forcément les plus violentes, mais bon, on a réussi à le passer. Mais bon, ça a été un petit peu difficile. Il y avait un vrai souci à ce niveau-là.
Bon, en tout cas, il y a des éléments sur un contexte hormonal. Donc, dans l'infection à coronavirus, donc on a vu qu'il y avait des éléments qui étaient indiscutablement liés au chromosome, et puis après on a vu des éléments qui sont aussi liés aux hormones. Alors, évidemment, la première piste, c'est les androgènes. D'abord parce que il y a une observation, c'est qu'effectivement le récepteur aux androgènes, il est porté par le chromosome X. Donc ça c'est un premier élément, et que surtout les androgènes avaient un effet sur l'expression de récepteurs qui sont impliqués dans l'internalisation du virus. Alors il y a un très beau modèle là par contre, c'est les cancers de la prostate. Donc dans les cancers de la prostate, qui sont des cancers donc effectivement dépendants des androgènes, on a observé que chez les sujets qui étaient sous traitement anti-androgène, il y avait le tableau était moins sévère que ceux qui étaient sans ce traitement. Donc du coup, les androgènes sont devenus, je dirais, une piste intéressante dans la compréhension de cette infection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un certain nombre de polymorphismes au niveau donc du récepteur des androgènes, et on a pu catégoriser en fait deux types de polymorphismes. Ceux qui avaient des repeats CAG qui étaient courts et qui étaient associés à des formes sévères, et ceux qui avaient des repeats ondes qui eux étaient associés à une moindre sévérité. Et les individus qui ont ces repeats sont très représentés dans la communauté des Afro-Américains. Donc c'est peut-être également un élément de la sensibilité. Donc indiscutablement, les androgènes jouent un rôle, et ils jouent un rôle sur l'expression des récepteurs. Quand on sait que par ailleurs ils vont jouer sur la capacité à neutraliser la réponse immunitaire, on comprend effectivement mieux quel peut être leur rôle. Alors les œstrogènes, eux aussi ont un rôle. Bon, ils vont avoir un rôle parce que l'œstradiol est connu pour neutraliser les molécules ACE2, donc effectivement il va y avoir un rôle à ce niveau-là. Et donc ce qu'on a constaté, c'est que il y avait donc on avait chez les femmes donc qui étaient les femmes ménopausées, donc on avait deux groupes. Les femmes ménopausées avec ou sans traitement, et donc on a constaté qu'effectivement on avait un moindre risque fatal chez les femmes qui avaient un traitement de supplémentation que celles qui n'avaient pas. Donc c'est vrai qu'il y a une piste qui se pose au niveau du bêta-estradiol. Donc les deux hormones sont intéressantes dans la gestion de l'infection à SARS-CoV. Le dernier point de cette présentation, c'est qu'est-ce qui se passe autour de la grossesse. Alors, autour de la grossesse, c'est déjà chez la femme, il y a une variation de la réponse immune en fonction du cycle, allant d'une réponse plutôt TH2 en phase folliculaire à une réponse TH1 en phase lutéale, et on a au cours de la grossesse une variation du statut immunitaire qui est connu depuis extrêmement longtemps, qui était quand même connu, je dirais, de façon un petit peu réductrice, c'est-à-dire qu'on considérait que la grossesse était un état anti-inflammatoire, l'état anti-inflammatoire nécessaire à la prise de l'allogreffe fétale. En fait, on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué que ça, puisque bon, il faut une phase inflammatoire initiale, parce que bon, pour que l'implantation puisse se faire, et qu'en particulier la vascularisation, tout ce qui est la néo-angiogenèse de la construction du placenta puisse se faire, on a besoin d'une réponse inflammatoire. Donc on a quand même, je dirais, deux grands moments, un début de grossesse qui est plutôt inflammatoire et une fin de grossesse qui est plutôt anti-inflammatoire, sachant que tout ça s'arrête au moment de la délivrance. Et donc, il y a des susceptibilités qui sont variables aux agents infectieux durant cette grossesse. Alors, si on essaye un petit peu de rentrer maintenant dans le mécanisme, donc
l'organe qui est intéressant dans la grossesse, c'est bien entendu le placenta. Parce que le placenta, bon, il se construit au cours de la grossesse. Il peut être une cible d'agents infectieux, et l'infection durant la grossesse va avoir un impact maternel, un impact fœtal, et également un impact au niveau du placenta. Donc tout ça, ça nous amène à voir un petit peu ce qui se passe dans le placenta. Alors, le placenta, c'est un tissu extrêmement complexe sur lequel on va pas s'étendre parce qu'on serait hors propos, mais bon, il se fait par construction progressive, donc à partir donc de cellules à haut potentiel de multiplication que sont les trophoblastes, avec constitution donc d'un cytotrophoblaste, de syncytiotrophoblastes. Donc ça, c'est la propriété du placenta, parce qu'en fait, la propriété du placenta, c'est un certain nombre de molécules qu'on appelle les syncytines, qui en fait sont des rétrovirus au départ, donc qui font la particularité. Et on voit au niveau du placenta que va se constituer l'élément central, qui est la villosité choriale, qui va être donc un lieu d'intense vascularisation et d'échange entre la mère et le fœtus. Ce qu'on a longtemps considéré que le système immunitaire du placenta, c'était dans la partie maternelle qui se situait au niveau de la décidua, où là on retrouve effectivement tous les éléments du système immunitaire, avec des cellules natural killers qui diminuent au cours de la grossesse, des macrophages, des lymphocytes. En fait, il y a une réponse immunitaire qui se fait au niveau donc de la villosité choriale, et surtout au niveau de cette structure qu'on appelle le syncytiotrophoblaste, donc vous voyez ici. Et donc il y a trois types de défense. Il y a une défense physique, c'est d'abord c'est-à-dire que c'est une barrière, donc la rupture de la barrière du syncytiotrophoblaste est une source d'entrée pour les agents infectieux. Ce syncytiotrophoblaste, cette villosité, donc est capable de produire un certain nombre de molécules de l'immunité innée, que sont effectivement des cytokines et beaucoup de peptides antimicrobiens, dont on parle régulièrement, mais bon, finalement, on n'a pas toujours réussi à leur donner une fonction précise. Et puis, on aura une réponse qui est à l'agression elle-même, parce que dedans, on va avoir certaines cellules, qui sont des cellules vasculaires, mais aussi on va avoir certains macrophages, qu'on appelle des macrophages de Hofbauer, qui sont des cellules vraiment embryonnaires, et qui donc vont être capables de produire une réponse immunitaire. Donc tout ça, on a au niveau du placenta quelque chose qui est capable de produire une réponse immunitaire, mais qui doit être une réponse immunitaire adaptée, parce que sinon, bien entendu, vous allez mettre en jeu la structure placentaire. Alors, le placenta, il a aussi un autre intérêt, c'est une voie de passage. C'est une voie de passage, en particulier pour les IgG et pour les IgA. Pourquoi ? Parce que il existe donc un récepteur, qui est un récepteur pour le fragment Fc, donc il existe toute une famille de récepteurs Fc, et donc il en existe un, donc, qui est le FcRn, qui est présent au niveau du syncytiotrophoblaste. Et c'est lui qui va servir de shuttle, il va transférer les anticorps qui sont présents du côté maternel, et les amener au niveau du fœtus, où ils pourront exercer un certain nombre de fonctions. Seuls les IgG sont transportés par ce récepteur. Il existe un deuxième système de transport, c'est le récepteur pour les IgA, qui lui va être transporté dans le lait maternel, donc, mais qui repose un petit peu sur le même principe, à savoir la fixation sur un récepteur. Alors qu'est-ce qui fait que une immunoglobuline va mieux être transférée qu'une autre? Eh bien c'est son type de glycosylation. La glycosylation des anticorps va faire qu'ils seront plus ou moins transférés. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, c'est ce qu'on a observé dans l'infection à SARS-CoV. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe sur les deux infections qui nous ont intéressés, et avec, je dirais, des niveaux de technicité qui sont effectivement très très variables, pour une raison toute simple, c'est que on a eu relativement peu de patientes et donc de tissus explorables dans la chirurgie, donc on a plus fait de l'in vitro, alors qu'effectivement on a réussi dans l'infection à SARS-CoV à avoir une cohorte qui était une cohorte beaucoup plus importante. Donc
la fièvre Q, bien, ça fait partie de ces infections qui peuvent survenir durant la grossesse, qui ont la particularité d'être beaucoup moins symptomatiques. Elles sont beaucoup moins symptomatiques parce qu'il y a une atténuation de la réponse inflammatoire. Donc effectivement, c'est beaucoup moins marqué. Donc il y a un risque obstétrical qui est réel. Et donc nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est qu'est-ce qui se passait au niveau du placenta. Donc on a travaillé sur des cellules placentaires, tout d'abord effectivement les trophoblastes, donc qui vont faire le cytotrophoblast, le syncytotrophoblast, et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait une forte capacité à infecter ces cellules-là et à induire un programme d'activation. Donc c'est pas une cellule neutre, c'est une cellule qui est qu'on appelait avant les cellules immunitaires facultatives. La deuxième chose qu'on a observée, qui sans doute qui est beaucoup plus intéressant, c'est que on a découvert que dans ces cellules placentaires, donc si on est sur le schéma traditionnel, la cellule placentaire c'est une cellule qui est atténuée. Eh bien on s'est aperçu que les macrophages placentaires, donc présents dans la décidua, eh bien ces macrophages placentaires, eh bien ils étaient capables d'éliminer la bactérie. Ils sont capables d'éliminer la bactérie et pour ça, ils produisent de l'interféron gamma. Alors ça, c'était un truc qu'on ne pouvait pas imaginer avant, puisque l'interféron gamma ne pouvait être produit que par les cellules NK et les lymphocytes T. Jamais le macrophage pouvait produire de l'interféron gamma. Or, c'est quelque chose qu'on observe effectivement dans le tissu placentaire. Les macrophages sont capables donc de produire de l'interféron gamma et en quantité significative. Et l'interféron gamma, c'est le pire ennemi du placenta. C'est le pire ennemi du placenta parce qu'effectivement, il va induire des nécroses trophoblastiques, il va induire une inflammation au niveau du placenta, et donc on comprend mieux que finalement, ce qui se passe dans l'infection à Coxiella burnetii, c'est probablement cette quantité d'interféron gamma anormalement produite par les macrophages cibles de l'infection. Donc là, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe. Bon, ça vous a été présenté mardi, je ne vais pas insister, mais on essaye de voir un petit peu ce qui se passe sur des modèles souris, en essayant de reproduire, mais bon, les choses sont pas si simples. Donc pour finir, un petit mot sur Covid et grossesse. Tout porte à penser que la grossesse va avoir un impact sur l'infection à coronavirus, pour des raisons simples, parce que ça module le système immunitaire, parce qu'on a un effet de la grossesse au niveau respiratoire, donc vous savez que la grossesse, ça modifie les volumes respiratoires, et ça a aussi un effet au niveau du système cardiovasculaire, avec effectivement des phénomènes d'expansion liés à la grossesse. Donc, naturellement, on s'attend à avoir des variations. Et là, je dirais que les choses ont été, sont pas totalement caricaturales dans ce qu'on a observé. On observe qu'effectivement, il y a un certain nombre de symptômes qui sont observés, mais surtout, par exemple, on constate qu'il y a ce côté d'un caractère moins symptomatique. Si on retrouve un petit peu ce qu'on avait observé sur la fièvre Q, c'est quelque chose qui est moins symptomatique. Par contre, effectivement, le risque avec un N, ça aurait été mieux, le risque de passage en réa est peut-être augmenté, mais ça dépend sur les travaux, et surtout, la notion d'impact obstétrical est quand même très variable d'une étude à l'autre. Alors au niveau du placenta, on va observer et rapporter un certain nombre de choses. Très souvent, on a du mal à retrouver le virus au niveau du placenta. Et on observe quelques anomalies histologiques, mais je vais vous montrer ce que nous on a observé, et c'est pas véritablement ce qu'on pourrait imaginer. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a finalement une infection placentaire et une transmission de la mère au fœtus? En fait, c'est souvent des études qui sont des études sur des cas isolés dont un des nôtres, d'ailleurs qu'on a publié, effectivement, où on a eu une mort fétale où on a retrouvé le virus. Mais bon, c'est quand même globalement des situations qui sont relativement peu fréquentes, donc la question vraiment de la transmission se pose. Alors, les anomalies qu'on observe au niveau immunitaire, au niveau du placenta dans l'infection à coronavirus, donc ça a été montré
au début de la pandémie, on retrouve effectivement la même chose qu'il y a chez la personne qui n'est pas enceinte, mais surtout, on retrouve au niveau de la mère, on retrouve effectivement une activation au niveau de l'espace de l'interface fœto-maternelle. Donc il y a effectivement une activation qui est observée avec effectivement des cytokines inflammatoires, de l'IL-5, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des anomalies au niveau du transfert des immunoglobulines, et donc vous le voyez ici, donc dans les anticorps anti-SARS-CoV, effectivement il y a une moindre quantité qui est transférée par rapport à des anticorps normaux. Donc il y a un défaut de transfert des immunoglobulines chez le fœtus. Alors comment on mesure ça? En comparant le sang du cordon et le sang maternel. Et donc on fait un ratio entre les deux. Alors nous, on a une énorme cohorte, parmi les plus grosses cohortes, donc avec effectivement beaucoup de troisième trimestre, comme la plupart des gens. Vous voyez avec un taux de positivité à la délivrance qui était relativement faible, donc on est à peu près dans les 10%. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce tableau absolument illisible, ce qui est intéressant, c'est les anomalies histologiques qu'on va retrouver. Les anomalies histologiques qu'on va retrouver, c'est pas tellement des anomalies de type inflammatoire qu'on retrouve un petit peu, c'est surtout des anomalies vasculaires. C'est des anomalies vasculaires et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dans la prééclampsie. Donc ça fait plutôt un tableau de type prééclampsie au niveau tissulaire que véritablement quelque chose d'inflammatoire comme on avait dans le modèle bactérien précédent. Donc ça c'est la première observation. Bon, maintenant on essaye un petit peu de disséquer tout ça. Le dernier point, c'est l'impact du sexe fœtal. Parce que bon, jusqu'à présent, je vous ai parlé du placenta comme si c'était une structure unique. En fait, les placentas, il y a les placentas des fœtus mâles et les placentas des fœtus femelles. Et donc, on a constaté que le risque d'avoir une forme sévère chez l'enfant, en particulier les tableaux inflammatoires, pouvait se retrouver d'autant plus chez les garçons que chez les filles. Dans la question qui s'est posée, y a-t-il une anomalie de la réponse immunitaire au niveau placentaire entre les garçons, entre les placentas de garçons et les placentas de filles. Donc ce qui a été montré l'année dernière, c'est qu'effectivement il y avait d'abord le taux d'expression. Eh bien le taux d'expression, il était différent. Taux d'expression d'un des récepteurs, par exemple celui-là, ce co-récepteur, était différent entre les fœtus mâles et les fœtus femelles, alors que le taux d'ACE2, lui, ne variait pas. Donc ça, ce récepteur-là semble sans doute avoir un impact significatif. Et à côté de ce récepteur, il y a aussi effectivement la notion de transfert d'anticorps, mais le transfert, il est plus altéré dans les fœtus mâles que dans les fœtus femelles. Ceci est associé à une altération de l'expression des récepteurs FC. Donc, les récepteurs FC sont plus altérés chez les garçons que chez les filles, et surtout, il y a une différence de glycosylation, c'est-à-dire les anticorps de fœtus mâles ont un taux de fucosylation plus important que les autres. Donc, il y a une différence au niveau de la glycosylation. Et ça a des conséquences aussi en termes d'expression de l'inflammation, parce que comme vous le voyez ici, eh bien vous allez avoir chez les placentas mâles, vous allez avoir plus d'un certain nombre de cytokines, mais pas polarisées du tout, puisque vous allez avoir des cytokines inflammatoires, dont le CXCL10, c'est l'interféron gamma, c'est l'équivalent de l'interféron gamma, et vous avez l'interleukine 10. Donc nous, on a essayé de le faire, on a essayé un peu de le faire à l'arrache, puisque bon, ça a été fait hier, donc on n'a pas encore fait vraiment les analyses statistiques, donc vraiment sur notre cohorte, qu'est-ce qui sortait? Eh bien, on constate que il y a des différences. Il y a des différences entre les placentas mâles et les placentas femelles. Et la différence, c'est quoi? Il y a beaucoup plus d'interleukine 10, de TGF-bêta. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la réponse anti-inflammatoire. Donc en fait, on a l'impression que sur les placentas de garçons,
où il y a des fœtus, garçons, eh bien, on a une réponse qui est beaucoup plus anti-inflammatoire. Et donc, c'est normal qu'il n'y ait pas finalement les grands tableaux de, je dirais, de conséquences fétales, puisque bon, on a une réponse qui est plutôt anti-inflammatoire et qui donc va avoir moins de lésions au niveau du fœtus. Et ça rencontre effectivement, je veux dire, l'infection à SARS-CoV, c'est pas le Zika, ça n'a rien à voir. C'est donc deux choses tout à fait différentes. Donc là, on a les premiers résultats. Voilà, donc ça ressort un petit peu, vous le voyez très bien. Donc il y a moins d'interféron gamma et il y a plus d'interleukine 10. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a dans la fièvre Q, où on a plus d'interféron gamma et pas d'interleukine 10. Donc c'est vraiment l'inverse. On comprend qu'on a des tableaux qui sont complètement différents. Donc ça, c'est bien entendu, c'est à travailler. Donc je crois que Laetitia a dû le faire dans la nuit. Donc effectivement, c'est un petit peu tout. Voilà. Donc effectivement, on a un certain nombre de conclusions. Donc la variabilité interindividuelle, clairement, le sexe et le genre ont une place essentielle. À côté de ça, il y a l'âge. Bien entendu, il est clair qu'on ne peut pas interpréter le sexe sans introduire la notion d'âge, parce que sinon on serait complètement à côté de la plaque. On a donc la fièvre Q et l'infection à Covid qui sont deux bons exemples, je dirais, de situations un petit peu différentes, même si elles ont en commun cette prédominance masculine. La notion de la grossesse qu'on doit maintenant interpréter en fonction du sexe fœtal et non plus considéré comme un tout, et le fait que on introduit la notion d'une espèce d'empreinte qui serait due à la réponse immunitaire, qui ferait qu'on aurait une empreinte de la réponse immunitaire sur le fœtus sans forcément qu'il y ait effectivement une infection fœtale, mais par le passage effectivement d'un certain nombre de molécules. Donc voilà, il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus, donc je remercie les étudiants parce que c'est eux qui ont fait le travail. Donc effectivement, l'encadrement. On a eu besoin des anapathes, parce que sans ça, on ne peut pas travailler. On a eu besoin des gynécos, c'est plus laborieux. Puis bon, on a eu Bernard Ascola qui nous a formés pour les virus, parce que sinon on n'aurait rien pu faire. Et Daniel Olive qui a fait à son rythme toute la cytométrie que je ne peux pas vous présenter parce qu'il a fait à son rythme. Donc on l'aura peut-être un jour. Voilà, je vous remercie.